Quand je me suis effondré au travail, les médecins ont appelé mes parents. Ils ne sont jamais venus. Au lieu de ça, ma sœur m'a identifié sur une photo. Journée en famille sans les drames, disait la légende. Je n'ai rien dit. Quelques jours plus tard, toujours faible et branché à des machines, j'ai vu 74 appels manqués et un texto de mon père. On a besoin de toi. Réponds immédiatement. Sans réfléchir une seconde, Je sentais que quelque chose n'allait pas depuis des semaines, mais j'ai continué à forcer, comme toujours. Ce n'était pas la première fois que j'ignorais les signaux, maux de tête, vertige, cette oppression occasionnelle dans la poitrine. Parce que la vérité, c'est que je ne pensais pas pouvoir me permettre de ralentir. Pas quand j'aidais à payer les traites de la voiture de ma mère, pas quand ma sœur Mélissa m'envoyait un texto tous les 2 jours pour me demander juste une petite avance. Et certainement pas quand mon père continuait de prétendre que l'échéance de crédit immobilier impayé était ma responsabilité. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils voient les photos de famille parfaites sur les réseaux sociaux et pensent que tout va bien. Ils ne savent pas ce que ça fait de grandir en étant le seul fils dans une maison où tu es toujours le personnage secondaire. Mes sœurs, Mélissa et Manon, pouvaient bousiller une voiture et, d'une manière ou d'une autre, finir par être félicitées pour en avoir tiré une leçon précieuse. Une fois, j'ai gagné un prestigieux concours d'ingénierie et la seule réponse de ma mère a été « Ah, c'est sympa. Tu as remercié ton professeur. » Je ne cherchais même plus la reconnaissance. Je voulais juste quelque chose en retour. Peut-être une once de gratitude, mais ce n'était pas au programme. Alors, je travaillais. Je travaillais le week-end. Je couvrais des factures qui n'auraient pas dû être les miennes. Et je me disais que tout allait bien, jusqu'à ce lundi après-midi. J'étais à mon bureau, en plein milieu de la préparation d'une présentation pour un client important. Je me souviens m'être levé pour prendre un dossier à l'imprimante, et puis plus rien, le noir complet. Je me suis réveillé au son de bip, sous des lumières froides, avec des fils collés sur ma poitrine et une infirmière qui ajustait une perfusion. C'était surréaliste, comme un de ces moments qu'on ne voit que dans les films, mais c'était bien réel, et ce n'était pas une crise de panique, ni de la déshydratation ou de l'épuisement. C'était un accident cardiaque en bonne et due forme. Le médecin a dit que ça aurait pu être bien pire si je ne m'étais pas effondré directement au bureau. Quelqu'un a immédiatement appelé le SAMU. Si je respirais encore, c'était grâce à mes collègues. Le personnel de l'hôpital était incroyable, gentil, professionnel, et quand ils ont réalisé que je n'avais personne à mon chevet des heures plus tard, ils m'ont dit qu'ils avaient déjà contacté les personnes à prévenir en cas d'urgence, mes parents. J'ai attendu. J'ai attendu pendant 2 jours. Rien. Pas de texto, pas de visite, pas d'appel. Puis le 3e jour, je me suis réveillé d'une sieste et j'ai regardé mon téléphone, pensant que le réseau avait peut-être coupé. Il n'y avait qu'une seule notification, une identification sur Instagram. Elle venait de Mélissa, une photo d'elle, de Manon et de nos parents, tout sourire, assis autour d'une table de pique-nique au bord du lac du Bourget. Ma mère avait même préparé ses fameux œufs mimosa. La légende m'a frappé plus fort que mon malaise. Journée en famille sans les drames. Et oui, ils m'avaient identifié comme si j'étais une sorte de blague entre eux, comme si je n'étais pas à moitié mort dans un lit d'hôpital pendant qu'ils riaient devant une salade de pommes de terre. Je n'ai pas répondu. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Quelque chose s'est brisé en moi ce jour-là. Pas de manière bruyante et colérique, mais de manière silencieuse et définitive. Comme une porte qui se ferme sans aucune intention de se rouvrir un jour. J'ai continué à me rétablir lentement. Les médecins surveillaient mon cœur et faisaient des tests. Je parlais à peine, sauf si c'était nécessaire. Et toujours, pas un seul mot de ma famille, jusqu'à 4 jours plus tard. Je me suis réveillé avec 74 appels manqués et un texto de mon père. On a besoin de toi. Réponds immédiatement. Pas d'excuses. Pas de « comment vas-tu ?» Juste ces mots. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais je n'ai même pas hésité. Je me suis assis, toujours faible, toujours branché aux machines, et sans réfléchir une seconde, j'ai rappelé, mais pas eux. J'ai appelé quelqu'un d'autre. J'ai fixé le texto de mon père pendant peut-être une minute entière. On a besoin de toi. Réponds immédiatement. 4 jours sans un mot. 74 appels manqués, mais c'est avec ça qu'il commençait. Pas de « comment vas-tu ?»
pas de « Est-ce que ça va ?» Je n'ai pas senti de panique. Je n'ai rien senti. Juste ce genre de calme plat qui avait remplacé l'émotion qui se déclenchait habituellement dans ces moments-là. Puis je me suis souvenu d'un numéro. Un numéro que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Un que j'avais enregistré sous un nom que je n'ai jamais supprimé, Papy. Je ne l'avais pas appelé depuis des mois. Non pas parce que nous n'étions pas proches, mais parce que je savais ce qu'il pensait du reste de la famille, et j'avais été trop gêné pour admettre qu'il avait encore une fois raison. Mais ce matin-là, je l'ai appelé. Il a décroché à la deuxième sonnerie, comme s'il avait attendu mon appel. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il a juste demandé dans quel hôpital j'étais. C'est tout. Pas d'hésitation, pas de questions, pas de silence passif-agressif, juste une réponse immédiate comme si j'avais de l'importance. C'était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Il est arrivé 40 minutes plus tard. D'une manière ou d'une autre, il était exactement le même. Le même vieux coupe-vent. La même montre qu'il portait depuis que j'étais enfant. Le même air sur son visage, comme si plus rien ne le surprenait, mais qu'il était toujours prêt. Il est entré, s'est assis, m'a regardé et a dit « Alors, ils ont fini par t'avoir toi aussi, hein ?» Je n'ai même pas demandé comment il savait. J'ai juste hoché la tête. Il est resté avec moi toute la journée, a parlé à mon infirmière, a posé de vraies questions, a discrètement payé un des examens que ma mutuelle refusait de rembourser sans en faire toute une histoire. Puis il a sorti une tablette et a commencé à m'aider à faire le tri dans le désastre que j'avais laissé en pilote automatique. Nous avons tout passé en revue. Mon nom figurait sur 5 contrats de prêts différents, 3 cartes de crédit, 2 contrats de service public, une police d'assurance auto pour un véhicule que je ne conduisais même pas. Tout était si ancré dans ma routine que je n'avais même pas réalisé à quel point la situation était devenue grave. Chaque fois qu'il traversait une mauvaise passe, j'intervenais, discrètement, automatiquement, parce que je pensais que c'était ça, la famille. Combler les trous sans rien attendre en retour. Mais le problème, c'est qu'il s'attendait à ce que je le fasse. Et quand je ne le faisais pas ou ne le pouvais pas, je devenais le problème. Le drame. Je commençais à réaliser qu'ils ne s'étaient pas seulement appuyés sur moi. Ils avaient vécu à travers moi. Je n'étais même pas une personne pour eux. J'étais une soupape de sécurité, un distributeur de billets, un échec familial sur lequel ils pouvaient compter, seulement tant que je ne leur rappelais pas ce qu'ils me devaient en retour. Papy m'a aidé à dresser une liste, chaque compte, chaque connexion. Puis nous avons commencé à tout couper, un par un. J'ai annulé le virement automatique vers le compte courant de Mélissa. Elle disait toujours qu'elle joignait à peine les deux bouts, mais elle était partie à Ibiza 3 fois cette année et l'avait posté à chaque fois. Elle pouvait gérer ses propres factures maintenant. La caution pour le loyer de Manon, supprimée. L'assurance auto de ma mère, elle pouvait appeler l'assureur elle-même. J'ai retiré mes informations de carte et changé le mot de passe. Et le prêt pour lequel je m'étais porté garant pour Mélissa, celui qu'elle avait commodément cessé de mentionner depuis des mois, je l'ai signalé, j'ai déposé une plainte pour fraude. Pas parce que j'essayais de la ruiner, mais parce que je n'avais jamais accepté d'être son plan de secours pour toujours. J'en avais fini de signer des papiers pour des gens qui ne se présenteraient pas pour moi sur un lit d'hôpital. Papy n'a pas dit grand-chose, mais de temps en temps, il laissait échapper ce petit rire silencieux, comme s'il était à la fois déçu et sans surprise. Il était le seul à m'avoir jamais dit la vérité, que la loyauté n'est aussi forte que les personnes envers qui vous êtes loyal. Le soir, quand il est parti, les appels avaient doublé. J'ai dû mettre mon téléphone en silencieux. Maman avait laissé des messages vocaux prétendant qu'elle venait tout juste d'apprendre ce qui s'était passé. Manon m'envoyait des textos en majuscules, comme si ça allait me faire répondre plus vite. Mélissa était devenue silencieuse, ce qui, dans son cas, signifiait qu'elle préparait quelque chose de pire. Puis un autre message est arrivé de papa. C'est sérieux. Appelle-moi maintenant. Tout est en train de s'effondrer. Toujours aucune mention de l'hôpital. Pas un seul mot sur ce qui m'était arrivé. Juste de la panique. Pas pour moi, mais parce qu'il savait ce qui allait arriver. Le premier domino était tombé. Il n'avait juste pas réalisé que c'était moi qui l'avais poussé. J'étais encore à l'hôpital quand les retombées ont commencé. Au début, c'étaient les messages vocaux. Une douzaine, puis 2 douzaines, puis tellement que j'ai arrêté de vérifier.
J'en ai écouté un sur haut-parleur juste pour voir si quelque chose avait changé. C'était ma mère. Elle disait, « Je ne sais pas ce que tu essaies de prouver, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. » C'était le ton. Pas de la peur, pas de l'inquiétude, juste de la frustration que le distributeur de billets soit en panne. Mélissa a ensuite envoyé un texto. Pas de mots au début, juste une capture d'écran de son compte courant. Le solde était de 29 €. Puis elle a enchaîné avec « Qu'est-ce qui se passe, bordel? Règle ça. » J'ai fixé l'écran, j'ai senti la colère monter une seconde, puis je l'ai laissé retomber. Ce n'était pas nouveau. C'était juste plus bruyant maintenant. Manon a essayé une approche différente. Son texto était plus long, plus émotif. Elle disait qu'elle ne savait pas quel drame se passait, qu'elle nous aimait tous et qu'elle voulait la paix. Elle a terminé par « S'il te plaît, ne me punis pas pour des choses que je n'ai pas faites », ce qui était drôle, considérant que la dernière fois que nous avions parlé, elle avait levé les yeux au ciel quand je lui avais dit que je ne pouvais pas me porter garant pour un autre bail. Elle avait dit que j'étais difficile, puis m'avait ignoré pendant 3 mois. Mais c'est mon père qui a finalement dépassé les bornes. Il s'est présenté à mon appartement. Papy m'avait prévenu. Il avait vu sa voiture dehors plus tôt, moteur tournant. J'étais encore en convalescence, pas assez fort pour marcher sans aide. Mais ça ne l'a pas empêché de se garer dehors comme s'il attendait la libération d'un otage. Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la journée, un texto est arrivé. « Tu es sur le point de détruire tout ce que nous avons construit. J'espère que tu comprends les dégâts que tu causes. Tout ce que nous avons construit. » L'audace de cette phrase était suffisante pour me faire rire aux éclats. Je l'ai relu juste pour être sûr de ne pas l'avoir imaginé. Pas d'excuses, pas de mention de l'hôpital, aucune inquiétude sur ce qui m'y avait conduit. Juste de la peur. La peur de perdre l'emprise qu'ils avaient eue pendant trop longtemps. Puis est arrivée la publication. Mélissa a mis en ligne une vidéo. Pas de musique, pas de voix, juste un lent et dramatique tour de la maison de mes parents, complètement vide. Pas juste vidé, mais vide comme après une expulsion. Porte d'entrée grande ouverte. Salon dépouillé. Table de la salle à manger disparue. Même les rideaux avaient été enlevés. La légende disait, ils ont tout pris. Et devinez qui les a laissés faire. Je l'ai regardé une fois, puis j'ai ouvert mon application bancaire, j'ai consulté le prêt immobilier. Il était de nouveau en défaut de paiement. Ils avaient utilisé la valeur de la maison pour rembourser les dettes de carte de crédit de Mélissa et financer l'idée de business en ligne de Manon, une entreprise de bougies ou une boutique de vêtements, je ne me souviens plus. Elle a fait faillite en 2 mois. Rien de cet argent n'était allé dans le remboursement du prêt. Je les avais prévenus l'année dernière, une seule fois, que s'ils ne géraient pas mieux, je me retirais. Ils ne m'avaient pas cru. Alors, quand je suis parti, la banque est intervenue. Papy était là quand j'ai trouvé les documents. Je n'ai rien dit au début, j'ai juste fait défiler l'écran, lui montrant le solde, les frais de retard, les avis que je n'ai jamais vus parce qu'ils étaient allés directement à l'adresse de mes parents. Il a hoché la tête une fois. Puis il a passé quelques appels. Un à son avocat, un autre à un vieil ami spécialisé en planification successorale. Puis finalement à son comptable, dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce jour. Ce que j'ai appris ensuite a tout éclairci. Ma famille ne s'était pas seulement appuyée sur moi. Ils avaient aussi discrètement tourné autour de mon grand-père, surtout après sa retraite. Manon l'avait emmené bruncher 2 fois, chose qu'elle ne faisait jamais. Mélissa lui avait apporté un cadeau de Noël l'année dernière pour la première fois en une décennie. Maman avait laissé entendre lors d'un de leurs appels qu'il devrait commencer à penser à ce qui est juste. Il avait tout vu venir, il s'était préparé en conséquence. Chaque actif, chaque fiducie, chaque propriété qu'il possédait, il l'avait déjà déplacé, non pas pour les punir, mais pour le protéger d'eux. Et maintenant, il en déplaçait la majeure partie sous un nouveau nom, le mien. Pas comme un cadeau, pas comme une récompense, mais parce que j'étais le seul à ne pas l'avoir demandé. J'avais prouvé, douloureusement et clairement, que je pouvais survivre sans, que je ne me sentais pas en droit de réclamer un centime. Et selon ces mots, cela faisait de moi le seul qui en soit digne. Ce soir-là, Mélissa s'est présentée à l'hôpital. Elle n'était pas sur la liste, donc la sécurité ne l'a pas laissée entrer, mais je l'ai vue par la fenêtre.
Elle faisait les 100 pas sur le parking, téléphone à la main, parlant clairement à quelqu'un, probablement Manon. Elle portait des lunettes de soleil alors qu'il commençait à faire nuit, comme si elle se préparait à une confrontation qui n'a jamais eu lieu. Elle est partie au bout de 15 minutes. J'ai pensé que c'était la fin. Puis un dernier message est arrivé 1 heure plus tard. Si tu ne règles pas ça, je te jure devant Dieu que tu le regretteras. Pas d'émoji, pas de cœur, pas de hashtag, juste cette phrase. Et elle n'a pas eu l'effet qu'elle espérait. Je ne me suis pas senti menacé, ni effrayé, ni acculé. Pour la première fois, je n'ai rien ressenti. J'avais cessé d'essayer d'être le fils, le frère, le réparateur. Maintenant, j'étais juste libre. Tout a commencé par un coup à la porte de ma chambre d'hôpital. J'ai supposé que c'était une infirmière. Ce n'était pas le cas. Un membre du personnel est entré, l'air légèrement mal à l'aise, et a dit « Il y a une femme en bas qui prétend être votre personne de confiance pour les décisions médicales. Elle dit qu'elle est votre sœur et qu'elle doit parler à votre médecin immédiatement. » Je l'ai regardé, confus au début. Je n'avais inscrit personne de ma famille immédiate comme contact d'urgence. Juste mon grand-père. J'ai demandé qui c'était. Elle a vérifié ses notes. Manon. J'ai failli rire. Elle ne m'avait pas envoyé de texto depuis des jours. Elle n'était pas venue me voir. Elle n'avait même pas reconnu que j'étais à l'hôpital avant que je ne coupe son aide au loyer. Et maintenant, elle essayait de parler en mon nom. Je leur ai dit que personne n'était autorisé. L'hôpital a accepté et a fait escorter Manon par la sécurité sans la laisser approcher de ma chambre. Je pensais que c'était juste elle qui faisait son cinéma. J'avais tort. Quelques heures plus tard, Papy est entré, tenant une enveloppe Kraft. Il l'a laissée tomber sur le lit et s'est assis. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées d'un échange de mails entre mes parents et un petit cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. Il se renseignait sur une mise sous tutelle légale, spécifiquement pour moi. Je l'ai lu 3 fois pour être sûr de comprendre. Ils essayaient de prétendre que je n'allais pas bien, que j'étais mentalement instable, erratique, souffrant potentiellement d'un stress post-traumatique ou d'une dépression, et que mes récentes décisions financières montraient un schéma de volatilité émotionnelle. Leur objectif était clair. S'ils pouvaient faire nommer quelqu'un, de préférence mon père, comme tuteur temporaire, ils pourraient geler les annulations financières que j'avais déjà mises en place. Rétablir l'accès aux comptes, rouvrir les crédits, reprendre le contrôle. Ils essayaient de me faire passer pour incompétent. Les mêmes personnes qui n'avaient même pas vérifié si j'étais en vie 4 jours plus tôt. Je suis resté assis avec cette pensée pendant un moment. Papy était calme. Il m'a dit que ce n'était pas nouveau pour lui. Il y a des années, quand mon oncle avait essayé de rompre avec la famille pour des raisons similaires, mes parents avaient déjà évoqué l'idée. Cela n'avait jamais abouti. Mais maintenant, avec de l'argent réel en jeu, ils essayaient vraiment. Ils n'appelaient pas parce qu'ils se souciaient de moi. Ils appelaient parce qu'ils étaient acculés. Je suis resté silencieux le reste de la journée. Pas de manière triste, mais de manière concentrée. Quelque chose s'est déclenché en moi. J'avais passé ma vie à espérer qu'ils se réveillent, qu'ils réalisent tout ce que je donnais, peut-être même qu'ils s'excusent. Mais ils ne se réveillaient pas. Ils essayaient de réécrire l'histoire pour faire de moi le méchant. Alors j'ai fait une liste. Chaque compte, chaque bien partagé, chaque paiement que j'avais mis en place pour aider au fil des ans. Mon avocat, celui que Papy m'avait présenté, est passé ce soir-là avec les documents déjà prêts. Nous avons déposé les plaintes le lendemain matin. Une mise en demeure à mes 2 sœurs et à mes parents, leur interdisant de contacter l'un de mes médecins ou de tenter de se faire passer pour des personnes de confiance. Une surveillance pour fraude sur chaque institution financière où j'avais déjà eu un accès partagé avec un membre de la famille. Une barrière de restriction sur les transferts de propriété liés à mon nom. Si quelqu'un essayait de vendre ou de déplacer un actif pour lequel je m'étais porté garant, cela déclencherait un gel juridique. J'ai également demandé à mon service des ressources humaines de virer tous mes salaires sur une nouvelle banque, une dont ils ne connaissaient pas l'existence, sous une fiducie de holding créée par le conseiller patrimonial de mon grand-père. C'était la première fois de ma vie que je me sentais en sécurité. Puis le coup suivant est arrivé. Manon a posté une vidéo. Son maquillage était coulé, l'éclairage était terrible, et la caméra tremblait juste assez pour paraître authentique.
Elle commençait en reniflant et finissait en regardant droit dans l'objectif. Elle n'a pas dit mon nom, mais elle en a dit assez. Il y a quelqu'un dans notre famille qui traverse une période très sombre. Nous essayons de l'aider, mais il s'en prend à tout le monde et fait du mal aux gens. Nous ne voulons pas le perdre, mais nous ne pouvons pas non plus continuer à le laisser détruire tout ce que nous avons construit. Tout ce que nous avons construit. C'était encore cette même phrase, comme si j'étais simplement entré dans leur empire et que j'avais éteint les lumières. La vidéo est devenue virale rapidement. Ses amis ont commencé à commenter. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont envoyé des textos énigmatiques. Même un de mes anciens collègues m'a contacté pour me demander si tout allait bien. Mélissa l'a reposté avec un emoji cœur et les mots « Nous prions tous pour la paix ». La paix. Après qu'ils aient tenté de prendre le contrôle de ma vie, de mon argent, de ma santé, ils ne priaient pas pour la paix. Ils priaient pour que je cède, mais je n'ai pas cédé. À la place, j'ai posté quelque chose à mon tour. Juste une seule photo. Moi, assis dans mon lit d'hôpital à côté de mon grand-père. Rien de dramatique, pas de longue légende, juste, parfois, le silence n'est pas une faiblesse. C'est de la retenue. Pas de hashtag, pas d'identification, pas de drame. Mais je savais que ça leur parviendrait, et ce fut le cas. 2 heures plus tard, Mélissa a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé, puis Manon, puis ma mère. Tous des appels manqués. Puis est arrivé un dernier texto de mon père. Nous ne voulions pas en arriver là. Tu nous obliges à faire des choses que nous n'avons jamais voulu faire. Il n'avait toujours pas compris. Il pensait toujours être aux commandes, mais il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. La lettre est arrivée 2 jours plus tard, remise en main propre à l'hôpital, scellée dans une enveloppe blanche impeccable. Je l'ai ouverte en pensant que peut-être, il tendait la main avec quelque chose d'humain. Au lieu de cela, c'était juridique. Un avis d'intention de demander une mise sous tutelle d'urgence à mon encontre. Je l'ai lu 2 fois avant de dire quoi que ce soit. Il prétendait que j'étais mentalement inapte à gérer mes propres finances, que mon comportement erratique récent, c'est-à-dire le fait de les couper de ma vie, était la preuve que je perdais pied. La lettre citait une détresse émotionnelle, une incapacité à respecter mes obligations et des inquiétudes de la part de la famille immédiate quant à ma stabilité mentale suite à un accident cardiaque. Ils essayaient de tout prendre, officiellement. J'ai appelé mon avocat tout de suite. Il n'était pas choqué. Il a dit que ce n'était pas rare dans les familles compliquées, surtout quand quelqu'un brise le cycle de la dépendance. Il m'a expliqué qu'ils espéraient déposer une requête d'urgence avant que je puisse comparaître devant le tribunal. S'il s'y prenait bien et que je manquais le délai pour répondre, un juge pourrait l'accorder temporairement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Papy et son équipe juridique avaient déjà agi. Nous avions déposé une réponse préventive avec des déclarations notariées de mes médecins confirmant que j'étais mentalement stable et en pleine possession de mes moyens décisionnels. Nous avons soumis des preuves de revenus, des journaux de communication et une lettre de mon employeur indiquant que j'avais volontairement pris un congé et que j'étais toujours activement employé. L'audience a été annulée avant même d'être inscrite au rôle du tribunal. Ils n'avaient rien. Leur avocat s'est retiré discrètement, réalisant probablement qu'on lui avait servi une histoire de famille larmoyante et ne voulant pas des retombées professionnelles, mais cela n'a pas arrêté la campagne de dénigrement. J'ai commencé à recevoir des textos étranges de vieilles connaissances. Une fille avec qui j'étais sorti il y a des années m'a envoyé un message disant qu'elle était désolée d'apprendre que j'avais des difficultés. Un ancien collègue m'a envoyé un email pour me demander si j'avais besoin d'un coup de main pour me remettre sur pied. C'est là que j'ai réalisé qu'ils essayaient autre chose maintenant. Changer le récit, transformer mon hospitalisation en dépression, peindre mon silence comme la preuve que j'avais déraillé, se présentant comme les seuls à essayer d'aider. Et ça aurait pu marcher s'ils ne s'y étaient pas pris si maladroitement. Mélissa n'arrivait pas à tenir sa langue. Manon ne pouvait pas résister à l'attention. Elle a posté une autre vidéo. Cette fois, pleine production, éclairage émotionnel, musique de piano en fond, filtre doux. Elle parlait de la façon dont la maladie mentale ne ressemble pas toujours à ce que l'on pense, que certaines blessures sont invisibles, et qu'elle voulait juste retrouver son frère. Elle n'a jamais dit mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Ses abonnés ont immédiatement compris. La section des commentaires était pleine de sympathie. Des messages comme « Tu es si forte ». Je prie pour ta famille.
Il a de la chance de t'avoir. Puis un commentaire a tout changé. Quelqu'un a posté une capture d'écran de l'ancienne légende de Mélissa, Journée en famille sans les drames, à côté de la vidéo en larmes de Manon. La légende disait, alors, où était toute cette inquiétude quand il était vraiment à l'hôpital? Ça a explosé. Les commentaires se sont retournés. La sympathie s'est transformée en indignation. Les gens ont commencé à fouiller dans les anciennes publications de Mélissa, dans les comptes professionnels de Manon, dans l'ancien travail public de mon père. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas joli. Mélissa m'avait identifié dans cette publication de Journée en famille alors que j'étais en soins intensifs. Manon avait tweeté il y a 2 ans sur les « profiteurs » qui simulaient des traumatismes. Ma mère avait posté une photo d'un dîner d'anniversaire juste un jour après que les médecins l'aient contacté au sujet de mon effondrement. Tout est remonté à la surface. Julie, une vieille amie du lycée que je n'avais pas vue depuis des années, m'a contacté. Elle a dit qu'elle travaillait maintenant dans les médias. Elle se souvenait de comment c'était avec ma famille à l'époque, à quel point ça avait toujours semblé bizarre, même quand nous étions adolescents. Elle a dit que sur Internet, les mensonges ne tiennent jamais bien longtemps. Et ce fut le cas. Les gens ont commencé à poser de vraies questions. La petite boutique en ligne de Manon a été bombardée d'avis négatifs. Des clients exigeaient des remboursements. Des influenceurs l'ont discrètement abandonné de leur collaboration. Les partenariats de Mélissa ont disparu en quelques jours. Une marque avec laquelle elle avait travaillé l'a unfollow après l'avoir identifiée dans une publication d'excuses. Même le lieu de travail de mon père a été impliqué. Un de ses clients avait vu les discussions virales et en avait parlé lors d'une réunion. Il s'est mis sur la défensive. Les RH ont été prévenus. À la fin de la semaine, il a été mis en congé. Puis ils l'ont licencié définitivement. Tout ce qu'ils avaient construit sur le dos des mensonges et du sentiment que tout leur était dû s'effondrer sous leurs yeux. C'est à ce moment-là que ma mère a finalement rompu son silence. Elle a envoyé un seul texto. « S'il te plaît, est-ce qu'on peut parler? » Pas de culpabilisation, pas de défense, juste ces quelques mots. Je l'ai fixé pendant un long moment. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Pas vraiment. Ce que j'ai ressenti, c'était de la distance, comme si les mots venaient de quelqu'un que j'avais connu dans une vie qui n'existait plus. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert mon application de notes, j'ai commencé à lister les choses que je devais encore couper, annuler et fermer. Ils étaient finalement allés trop loin. Pas seulement avec moi, mais avec l'histoire qu'ils essayaient de vendre à tout le monde. Et ils ne comprenaient toujours pas la seule vérité qu'ils n'avaient jamais pris la peine de considérer. Je n'étais pas en colère. J'en avais juste fini. Je pensais qu'ils abandonneraient après l'échec de la tentative de mise sous tutelle. Après le retour de bâton public, après avoir perdu emploi, sponsor et les derniers vestiges de crédibilité qu'ils avaient. Mais j'aurais dû m'en douter. Les égoïstes n'abandonnent pas. Ils s'adaptent. Je venais de sortir de l'hôpital, encore faible, mais capable de marcher seul. Papy est venu me chercher, m'a tendu une boisson et m'a dit que nous allions chez lui pour quelques jours. Ça m'allait. Je ne voulais pas retourner à mon appartement. Il semblait encore trop proche d'eux. Nous étions à mi-chemin de chez lui quand mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu. Tu devrais vraiment passer à la maison. On doit parler d'urgence. C'était Manon. J'ai supprimé le message sans répondre. Puis 2 heures plus tard, Julie m'a appelé. Sa voix était vive, urgente. Elle m'a dit de regarder sur Facebook. Ils avaient posté quelque chose. Mélissa, Manon, ma mère, toutes debout devant l'ancienne maison. Derrière elle, un camion de déménagement. Mon père, sur le côté, tenant un carton. Ils avaient l'air dévastés. Fausses larmes, suite sale. La légende était écrite par Mélissa. Perdre tout fait mal. Surtout quand c'est parce que votre propre sang s'est retourné contre vous. Mais nous lui pardonnons. Il est toujours notre frère. Nous voulons juste qu'il rentre à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Les commentaires étaient un champ de bataille. La moitié étaient des inconnus offrant leur soutien. L'autre moitié, des gens qui les dénonçaient. Je ne m'en serais même pas soucié si je n'avais pas vu la dernière photo de la publication. Une photo d'enfance encadrée de moi, tenue dans les mains de Manon, avec la légende en dessous.
On lui garde une chambre prête. La famille, c'est pour toujours. Je ne savais pas si je devais être en colère ou juste perturbé. Cela ressemblait à une rançon émotionnelle. Une performance numérique destinée à me faire passer pour le méchant tout en les positionnant comme des victimes prêtes à m'accueillir à nouveau. Mais la partie la plus inattendue est arrivée le lendemain. J'ai reçu une lettre par la poste du greffe du tribunal. À l'intérieur se trouvait un testament manuscrit, pas de mon grand-père, mais de mon père. Un nouveau. Il avait été rédigé la semaine après leur tentative ratée de mise sous tutelle. Il décrivait ses biens, qui ironiquement étaient maintenant très peu nombreux, et déclarait qu'en cas de décès, tout irait aux membres restants de la famille qui maintiendraient l'unité, puis, d'une écriture tremblante, Thomas est déshérité jusqu'à ce qu'il revienne dans cette famille et se réconcilie. J'ai fixé le papier pendant un long moment. Puis j'ai ri. Pas parce que je voulais quoi que ce soit de lui. Je n'ai jamais rien voulu. Mais parce que le dernier coup, le dernier mouvement était exactement ce qu'il avait toujours été, un piège. Une dernière tentative pour me ramener dans le système qu'ils avaient construit. Le message était clair, rentre dans le rang ou sois effacé. Mais ils n'avaient pas réalisé quelque chose d'important. Je voulais être effacé. Alors j'ai demandé à mon avocat d'envoyer une lettre en retour. Elle incluait une renonciation légale à toute prétention sur la succession, un avis de non-contact permanent, et un document signé les retirant comme contact d'urgence ou proche parent pour toute affaire médicale ou juridique me concernant. C'était simple, direct, final. Ils ont essayé de m'appâter avec la culpabilité, avec les réseaux sociaux, avec l'argent, et finalement avec l'héritage. J'ai choisi la paix à la place. Papy et moi avons déménagé dans une autre région 2 semaines plus tard. Il a dit qu'il voulait revoir les montagnes. Nous avons acheté un petit chalet juste à l'extérieur d'un village tranquille. J'ai pris un travail en télétravail, j'ai réduit mes heures, j'ai recommencé à lire, à respirer. De temps en temps, quelqu'un du passé essaie de me contacter. Un cousin, un ancien voisin, quelqu'un qui se demande ce qui s'est vraiment passé. Je n'explique jamais, parce que les gens comme Mélissa, Manon et mes parents, ils sont doués pour raconter des histoires. Des histoires où ce sont toujours eux les blessés, toujours eux les trahis, toujours eux les abandonnés par quelqu'un de cruel et de perturbé. Laissez-les avoir leur histoire. Moi, j'ai la vérité et la paix. Et la paix, c'est mieux que d'être aimé par des gens qui ne vous aiment que lorsque vous leur êtes utile.